aujourd'hui chez nous, c'est plus les collaborateurs, les collègues de la section de la communication qui gèrent le compte Twitter de notre ministre, mais pour vous montrer un petit peu comment ça peut se faire. Évidemment aussi, c'est moyen de promouvoir la Suède, on a parlé de ça aussi dans l'autre table ronde, mais évidemment c'est une manière de communiquer de façon très efficace sur la Suède en général, plus la culture, la musique, la gastronomie. Alors, qu'est-ce que c'est le e-diplomacy ou la diplomatie digitale numérique? Bon, nous, on parle souvent d'une troisième dimension de la diplomatie, c'est-à-dire qu'on a la diplomatie traditionnelle classique, on a la diplomatie publique, qui est ce qui était traditionnellement des interviews, des articles et des séminaires, et maintenant on a une troisième dimension qui est donc la diplomatie numérique, et qui nous donne une dimension d'extra en quelque sorte, et qui peut être, à mon avis, utilisée beaucoup plus politiquement que c'est, en tout cas chez nous, aujourd'hui, et beaucoup plus avec une stratégie derrière, mais c'est vrai qu'il faut se lancer. Maintenant, 3 ans après, on s'est lancé, et je pense qu'on peut faire encore beaucoup plus au niveau de la stratégie et au niveau des différentes régions. Et là, ça serait intéressant aussi d'entendre un petit peu ce qui fait la France, parce que je sais que M. Fabius, il avait vraiment une bonne ambition en ce qui concerne la diplomatie numérique et avec une stratégie très, très développée, ce qui nous intéresse beaucoup en Suède. Et d'ailleurs, on avait le responsable de la communication, Quai d'Orsay à Stockholm, il n'y a pas très longtemps, pour justement parler du cas français. Donc je pense qu'on était très en avance à l'époque, on a fait tous les ambassadeurs sortir sur Twitter, etc. Maintenant, on n'a pas développé le travail de la même vitesse que lui. Donc, il y a plein de choses à faire. Voilà. Un petit peu comment on travaille par rapport à Stockholm. Moi, je dirais qu'on est très indépendant. Dans une ambassade comme ici, on a une grande ambassade ici à Paris. On a beaucoup de liberté de faire ce qu'on veut. On a un ambassadeur, Madame Veronica van Dornelson, qui est très active sur les médias sociaux et qui écrit, enfin, qui a une liberté d'expression complètement, enfin je veux dire, elle est libre à faire à peu près ce qu'elle veut, et de manière, à mon avis, enfin, c'est très sage et c'est très bien parce que ça fait développer les choses aussi, et ça rend les choses, la communication intéressante pour les followers. Voilà. Évidemment, la diplomatie traditionnelle reste très importante. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer non plus les risques qu'on peut lier aux médias sociaux, c'est-à-dire que c'est lié à la rapidité, la sensibilité politique dont je parlais tout à l'heure, les attentes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas envoyer des tweets politiques pour faire plus de followers, il faut savoir ce qu'on veut écrire et pourquoi. Et là aussi, je pense qu'il y a plus de réflexion à faire, ce qu'on ne fait pas toujours. Donc, c'est intéressant à réfléchir à pourquoi est-ce qu'on est là, qu'est-ce qu'on doit faire avec tous ces outils. Mais en tout cas, c'est l'expérience qu'on a connue. Je pense que ça nous sert. Enfin, quand on regarde aujourd'hui l'infrastructure qu'on a, on peut faire beaucoup plus ce qu'on fait, mais c'était une démarche, c'était un réforme très intéressant à l'époque. Merci. Merci beaucoup, Sarah. Je vous propose maintenant d'écouter mon ami Pascal Luciani, qui est à mon avis l'une des leaders d'opinion en France. Oh non, alors, sur des barres comme ça, ça va être compliqué. Hein. Alors, déjà, je m'étais dit que prendre la parole après 2 pionnières, respectivement dans leur pays, un des pays pour la carte d'identité numérique, qui nous a fait beaucoup rêver, nous, en France, à cette époque. Hein. On est en 2002, et pour mémoire, nous avions en 2003 des rapports sénatoriaux qui évoquaient la manière dont la France pourrait s'inspirer de l'Estonie à l'époque déjà pour aller vers cette dimension, sauf que nous avons une taille différente et nous avons la CNIL, et ces 2 éléments-là, en fait, nous n'en avons toujours pas. Je referme cette parenthèse.
Ensuite, quand on regarde la Suède, alors là j'apprends, et je n'avais pas noté que il y avait eu cet échange diplomatique entre politiques par mail, donc le premier échange qui avait eu lieu, je ne l'avais pas cette information, donc je vous remercie de l'avoir donné. Et également le fait que c'est un pays qui s'est volontairement inscrit dans l'instantanéité de l'information qu'est Twitter, parce que c'est quand même ça dont il faut parler. Bien là aussi, la France, elle n'y est pas non plus complètement. Hein. Donc, on va quand même parler de ce qu'on a de bien. Maintenant que j'ai vu qu'il y avait à cette table également des pionniers sur ces sujets. Alors peut-être une information que je ne sais pas si tout le monde a à partager, comme on est en plus ici sur une dimension Mexique-Europe, je ne pouvais pas omettre de rappeler que l'année dernière, en avril 2015, le 24 avril 2015, la France, qui appartient à l'Open Gun par le Government Partnership, qui est 65 pays, ça augmente tout le temps, 65 pays qui se sont inscrits dans une démarche d'open data, on va dire, de transparence, d'éthique, de nouvelles façons de gouverner avec notamment le numérique, parce que lorsqu'on parle de data, on parle de numérique. Donc cette instance mondiale aujourd'hui qui intègre aussi les ONG avait reconnu la France comme étant à l'époque 4e sur l'échelon des critères, et c'est la France qui normalement en octobre, on va dire à l'automne 2016, prendra la présidence de cette structure. Donc voilà, je me suis dit qu'on allait quand même peut-être qu'on était premier quelque part. donc voilà pour cette petite aparté très, très française qui démontre quand même que nous avons sur ces sujets de réflexion liés aux États, à la gouvernance et notamment aux données, une réflexion qui ne date pas d'hier. Vous savez que la France a une structure qui s'appelle Etalab, qui a changé de nom au fur et à mesure, mais qui s'intéresse tout particulièrement aux données que nous émettons, nous en France, mais les données que nous échangeons partout dans le monde. Et lorsqu'on parle d'échange de données, ça ne peut que nous amener sur une réflexion également de diplomatie, de réflexion de sécurité des États, d'hégémonie parfois, et en tout cas de libre arbitre, puisque ça nous amène de l'autre côté de l'Atlantique. On pense tout de suite à ceux qui aujourd'hui agrègent nos données, celles que nous émettons, celles qu'on est en train d'émettre les uns et les autres, sauf si vous avez vraiment appuyé sur le bouton, chose que je n'ai pas faite. Mais si vous, comme moi, vous ne l'avez pas fait, non seulement nous voyons, donc nous savons respectivement que nous sommes là, présents, mais d'autres que nous le savent, et notamment Google et Facebook, pour ne citer que cela. Donc ça, c'est un sujet, et donc ce sujet-là a été regardé depuis quelques années déjà par la France et par l'Europe, bien sûr. Par la France et par l'Europe, l'Europe qui en prend conscience en réalité véritablement, je vais être un petit peu méchante, mais qui d'un seul coup se dit que peut-être qu'il faudrait un cloud souverain au moment où vont sortir les fameuses affaires Snowden, Prism, etc., enfin j'en passe. Donc on va dire tardivement. Tardivement, alors que nous avions, pour un certain nombre de pays européens, une vraie mesure d'avance, des réflexions, des interrogations et peut-être de vision des difficultés à venir, puisque juste après l'épisode de réflexion, lorsque vous sortez votre carte électronique d'identité, Madame, en Estonie, en 2003, le rapport sur le patrimoine universel des données numériques est un rapport français qui parle déjà de la sécurité des données que nous devons avoir sur ces données individuelles, mais également sur les données publiques. Donc, on est en 2013, 10 ans plus tard, ce choc qui arrive, on se dit, zut, il y a peut-être quelque chose à faire et on va commencer à parler de cloud souverain. Et donc, l'Europe va réfléchir à comment se doter d'un système qui serait protecteur. Sauf qu'entre-temps, nos données, elles ont tous été se promener et comme la loi outre-Atlantique n'est pas la même que celle de l'Europe, on est dans une réflexion où on mondialise les informations et donc on mondialise également les réflexions, bien les lois, soit elles s'appliquent à tous au monde, soit elles ne s'appliqueront pas vraiment. Et il se trouve que là, les demandes de l'Europe vont trouver porte close de l'autre côté lorsqu'on va pouvoir récupérer un certain nombre de données ou en tout cas se les réapproprier. Donc on voit là que le sujet du numérique n'est pas que dans les usages, mais je vais y revenir parce qu'il est fondamental, mais il est aussi sur des questions qu'il est urgent de se
reposés, même si on se les est déjà posés, reposés parce qu'ils nous interrogent sur notre capacité demain, aujourd'hui mais également demain, à garder cette indépendance, à garder notre capacité de réflexion. Et lorsque je fais des séjours aux États-Unis et à la Silicon Valley, chez Facebook, et que Mark Zuckerberg nous explique, un petit partenaire d'entre nous, qu'il est tout à fait conscient de ces enjeux géopolitiques de société, et que lui d'ailleurs, avec l'ensemble des algorithmes qu'il est en train de développer avec des informaticiens qui pour bonne partie sont français, grâce à tous ces algorithmes, il est capable de sentir le poumon du monde, et donc la société de demain, et que cette société de demain, lui, et une dizaine de ses conseillers vont l'accompagner. Donc on peut se poser la question de la légitimité des États, des peuples à décider de leur avenir, et en tout cas de faire des choix de société lorsque des acteurs différents, qui ont nos données parce que nous leur donnons, peuvent réfléchir aujourd'hui et encore demain, pour le moment, ça ne va pas fermer la porte à ma connaissance, à tous ces phénomènes. Voilà, donc ça c'est peut-être le côté un peu sombre. Je vais revenir sur le côté clair. Donc après avoir fait l'obscur, on va faire le côté clair de ce que le numérique, comment est-ce que le numérique a peut-être transformé, et on l'a vu après les deux exemples extrêmement intéressants qui ont été cités, comment est-ce que ça, les traductions qu'on peut en avoir sur notre gouvernance et donc notre diplomatie. Moi j'ai noté, pour venir ici, parce que je ne suis pas au fait de tous les sujets diplomatiques, je suis plutôt au fait de la gouvernance des États, et plutôt de l'administration des États. C'est pour ça que je connaissais un certain nombre des sujets que vous aviez évoqués tout à l'heure en Estonie. Mais pour autant, je me suis posé des questions, puisque ce sont des questions que nous nous posons au Conseil national du numérique, auquel j'appartiens, donc cette instance interministérielle qui est sollicitée par les différents ministères. À ma connaissance, peu, le ministère des Affaires étrangères. Il y a un message. Non, mais je vous le dis parce qu'en fait, je viens d'en prendre conscience, oui, tout simplement. Oui. Hein, il n'y avait pas de volonté de dénigrer dans mon propos, c'est juste que je viens de prendre conscience qu'en fait, nous n'avons pas été sollicités par. Mais bien sûr, par des sujets économiques, de fiscalité, de société, d'éducation, j'en passe, de travail. Et tout cela pour quelle raison? Parce que naturellement, nous faisons tous le constat que le numérique a non seulement rebattu les cartes des poids dans le monde, bien sûr, et puis également notre façon de faire de l'économie, notre façon de faire société, notre façon d'échanger. En réalité, ça transforme tous nos modèles. Nous sommes en cours de mutation, et quand on dit mutation, il faut qu'on réfléchisse à ce qui fait pression et qui impose cette mutation. Donc, il fallait regarder tous les champs de la société. C'est pour ça que cette structure interministérielle, qui a des homologues partout en Europe, je crois savoir, si je ne dis pas de bêtises, je crois que l'Italie est le seul. C'est ça? Oui, Francesco. On est d'accord. Donc j'étais plus sûre, hein, d'accord. Donc tous les gouvernements différents qui composent l'Europe aujourd'hui, à l'exception de l'Italie, se sont dotés de ce type d'instance qui regroupe des chercheurs, qui regroupent des industriels, qui regroupent des politiques, pour pouvoir évaluer, réfléchir, se réunir, concerter la population, concerter les acteurs des différents secteurs suivant les sollicitations. Bien alors, et ça a été le cas sur la loi renseignement, dans le cœur de la diplomatie, mais c'est la sécurité, ça a été le cas d'une auto-saisie de cette instance qui s'est sentie légitime sans être saisie du sujet, pour regarder comment est-ce que le numérique influençait et traduisait les éléments auxquels nous étions confrontés en termes de sécurité. Donc voilà pour cette entité du Conseil national du numérique. Alors, il y a plusieurs façons de regarder la situation. Il y a, je m'excuse, je n'étais pas là à la première table ronde, j'avais une autre intervention, peut-être que des choses que je vais dire ont déjà été dites, auquel cas j'essaierai d'être rapide. Mais il y a tous les sujets qui sont liés au numérique qui vont rentrer dans l'escarcelle qu'on va appeler de l'espionnage, ou en tout cas de l'échange d'informations non voulues, qu'on appelle comme on veut. Donc ça nous ramène à l'élément que j'évoquais tout à l'heure sur ce cloud, sur ces mobilités de données. C'est également la prise de conscience que Internet, contrairement à la deuxième vague, vous savez, après ARPANET, qui était vraiment le sentiment d'avoir un outil qui était là pour assurer la sécurité, donc qui s'inscrivait dans un mode non pas de collaboration mais plutôt de vigilance et de stabilité.
Ensuite, on est arrivé dans un monde de l'Internet qui se voulait libre, ouvert et bienveillant. Et on s'est rendu compte que même s'il avait cette vocation, même s'il avait voulu être comme ça, il ne le restait pas très longtemps parce que le monde est ainsi fait et que derrière cet Internet libre, ouvert et bienveillant, il y a aussi d'autres pendants qu'il faut analyser. Donc ça, on va mettre tout ça dans la réflexion qui s'intéresse au sujet de l'espionnage au sens large, donc les données et puis ce qu'on va retrouver sur ces mailles. Puis il y a l'autre sujet que je crois que vous avez dû évoquer, qui est, on va remettre dans la cyber-influence, qu'on va remettre dans les logiques de culture, d'opinion, et qui nous amène à réfléchir à la manière dont la mutation numérique a opéré dans la société, parce que c'est comme ça qu'on peut le voir, et avec ces trois grandes phases qui ont été de continuer au départ à faire ce que les diplomates faisaient, mais que nos entreprises faisaient, que nos politiques faisaient, bref, qu'on a tous continué à faire, c'est-à-dire qu'on faisait comme avant. Et on a utilisé le numérique pour faire juste à la marge, un petit peu plus vite, donc on a envoyé des mails à la place d'envoyer des courriers, même cryptés, mais en même temps, on a fait pareil. Donc ça, c'est la première phase où ça va bouger à la marge la manière d'exercer chacun d'entre nous nos métiers. Je ne suis pas diplomate, donc pour certains d'entre vous, évidemment, vous en connaissez bien plus que moi sur le sujet, mais je pense pouvoir dire qu'on a tous utilisé au départ le numérique pour faire le même métier qu'avant. Et puis ensuite, c'est vrai dans le monde politique, c'est vrai dans le monde diplomatique, et je l'ai lu et je vous ai entendu les uns les autres l'exprimer, ces cercles se sont ouverts et au lieu de parler d'homologue à homologue, vous avez commencé à parler avec une population élargie, avec une population d'acteurs supplémentaires que pouvaient être les associations, le monde économique et autres. Et cela, le numérique a été partie prenante de ce phénomène parce qu'il a commencé à opérer une notion de remontant. C'est-à-dire que les acteurs dont on parle là, les associations, les acteurs économiques et autres, vous ont sollicité les uns et les autres dans vos métiers, dans votre regard, vous ont sollicité la structure que vous représentez, puisque la facilitation était là, et je crois que l'exemple que vous citiez, Madame Solasuet, avec Twitter, là, mais c'était vrai aussi sur d'autres modalités, la sollicitation qui était difficile à faire avant est devenue plus aisée aujourd'hui. Et donc, nous avons les uns et les autres après à travailler avec des cercles beaucoup plus nourris, beaucoup plus larges, et donc le faire savoir à diffuser d'un cercle restreint à un cercle plus important. Et il ne faut pas occulter non plus que la force des réseaux sociaux, et on parle de Twitter, de Facebook et des autres, vont également contribuer à construire des idées collectives, vont contribuer à co-construire entre les citoyens eux-mêmes des phénomènes d'opinion. Et cela, nous n'étions pas préparés, aussi bien la partie politique, la partie diplomatique, nous n'étions pas préparés à avoir ce challenge entre ce que nous nous disions, comment nous voyons les choses, et puis cette co-construction de l'intellect qui se faisait sans nous, qui se faisait à l'extérieur. Et la construction d'idées s'est faite à travers tous ces réseaux sociaux parce qu'elles ont échangé des informations. Soit des informations que nous leur fournissons, on est dans la transparence, on est dans les éléments qu'on vient d'entendre tout à l'heure, mais également dans ces informations qui parfois ne sont pas justes, et qui vont être échangées, pas toujours, j'ai dit que j'étais dans la partie claire et non obscure, mais vous avez aussi raison. Et tous ces éléments qui vont être échangés entre les uns et les autres vont créer des opinions politiques, des opinions culturelles. Et là aussi, l'enjeu diplomatique va jouer à plein, puisque être représentant d'une culture, faire connaître la France, l'Estonie, la Suède, le Mexique et autres nations, c'est aussi transmettre une culture. Et bien, ces réseaux sociaux, si nous n'y sommes pas, ils vont transmettre une culture à eux, et peut-être est-il important également d'y être pour insuffler ce que nous souhaitons donner comme couleur à cette diplomatie que les uns et les autres vous exercez dans vos fonctions. Donc quand on regarde l'impact du numérique, vraiment là, on fait vraiment très macroscopique dans mon propos, je le sais bien, mais on peut regarder ces deux aspects que sont l'espionnage et que sont cette cyber-influence d'opinion sur laquelle va reposer naturellement cette troisième grande partie du numérique qui est celle on va appeler numéro 3, donc le numéro 2, vous avez compris, c'est celle où
où on ouvre ces réseaux, c'est celle où la contribution se fait vis-à-vis de ces instances. Et puis la troisième étape, c'est celle où les gens, les uns avec les autres, vont se co-construire les opinions. Et bien ces trois étapes de l'arrivée du numérique dans nos systèmes, y compris dans nos systèmes de gouvernement et nos systèmes d'interaction gouvernementaux, doivent nous interroger parce qu'on n'a pas fini d'en faire le tour. On est en train de les expérimenter, on est en train, les uns et les autres, d'y réfléchir tous ensemble. C'est l'objet de cette instance dont la France prendra la présidence, entre autres. Mais elle s'intéresse naturellement à essayer de conserver nos démocraties. Quand j'évoquais tout à l'heure l'hégémonie de la donnée qui est le carburant de la démocratie, mais qui pourrait être aussi un autre carburant qui nourrirait d'autres ambitions, il faut que l'ensemble des pays se posent les mêmes questions, et cette instance a pour vocation à regarder l'aspect démocratique de nos fonctionnements avec le numérique, tout autant que les aspects de transparence qui sont attendus dans tous les pays du monde, et c'est bien normal. Et l'un ira avec l'autre, et je crois que nous n'avons les uns les autres pas fait encore le début de ce chemin. Il faut en avoir en tout cas la vision éclair-obscur pour éviter les écueils, se préserver des endroits où nous ne souhaiterions pas aller, et bien sûr mettre toute notre énergie pour construire le monde mondialisé dans lequel nous évoluons, comme nous le souhaitons en préservant nos démocraties. Voilà ce que j'avais peut-être à transmettre aujourd'hui. Mesdames et messieurs, des questions pour nos Wonder Woman. Il offre une photo de film. C'est tellement rare. Oui, please. J'ai une question pour Madame Pezen. J'ai été très frappé à l'idée que tous vos ambassadeurs, peut-être tous vos diplomates, ont un compte Twitter qu'ils utilisent. Comment est-ce que vous gérez le dérapage de quelqu'un dont le message, la déclaration ne serait pas cohérente avec la politique étrangère suédoise? Ou pour poser la question d'une manière différente, comment est-ce que vous assurez la cohérence de l'action suédoise à l'international dans un contexte où chaque personne a un compte Twitter sur lequel il ou elle peut faire une déclaration, réfléchir sur un enjeu et avoir une position sur quelque chose qui se passe en temps réel dans une capitale au Moyen-Orient ou en Amérique du Sud? Déjà, je pense que c'était assez clair, même si on n'avait pas à l'écrit des stratégies, comme je disais, c'était assez clair de la part de l'ancien ministre des Affaires étrangères que ce n'était pas une plateforme pour des messages purement politiques. C'était une plateforme, c'était un moyen de s'exprimer, pour raconter ce qui fait un ambassadeur dans la journée, pour promouvoir la Suède, pour montrer d'autres activités, des réunions comme celle-ci, enfin, ce genre de choses. Ça, c'était assez clair dès le début. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des erreurs, qu'il n'y a pas toujours des erreurs, qu'il y a des diplomates qui se font tirer un petit peu à l'oreille parce que c'est parce qu'il fallait faire, etc. Par contre, je pense que dans chaque ambassade, il y a quelqu'un qui est en dialogue en quelque sorte avec l'ambassadeur sur le tweet. Et dès qu'il y a un petit peu une question, est-ce que c'est une bonne idée ou pas d'écrire de tel ou tel message, il y a quelqu'un comme moi, le conseiller de presse, ou quelqu'un d'autre qui en quelque sorte a une deuxième responsabilité et qui est en dialogue avec les ambassadeurs. Donc je pense qu'on a trouvé une structure assez bien pour ça. À mon avis, les diplomates sont tellement bien éduqués qu'ils savent... Ils tiennent à leur carrière. J'ai l'impression qu'il y a très peu d'erreurs et il y a très peu de problèmes, franchement. Ce qui est assez intéressant. Mais je pense aussi qu'il faut prendre le risque, parce que c'est vrai qu'il y a un risque. Il faut prendre le risque. Je peux dire un mot sur on est entre nous, avec plaisir. Sur la diplomatie, sur l'expérience que nous avons, nous, de présence sur les réseaux sociaux. Par définition, la communication sur les réseaux sociaux, elle doit être décentralisée. Par conséquent, il faut faire confiance aux personnes qui sont présentes sur les réseaux sociaux et qui sont missionnées pour communiquer et pour relayer l'influence française et pour incarner cette influence. C'est le cas de nos ambassadeurs et de nos diplomates à l'étranger, de nos consuls généraux. Nous avons un réseau universel, c'est une chance, une force pour la France, et plus de la moitié de nos ambassadeurs et de nos consuls généraux sont présents sur les réseaux sociaux. Il faut savoir aussi qu'il y a des internets, il n'y a pas un internet uniforme partout.
dans chacun des pays, l'Internet prend des formes différentes. Il y a des pays où Twitter n'existe pas, où Facebook n'existe pas, il faut le savoir. Même si c'est peu de pays, ces réseaux sociaux-là prennent d'autres formes. Ils existent évidemment, mais dans un écosystème local qui est très particulier. Par conséquent, le rôle de nos ambassades, c'est de se fondre dans cet univers et de s'adapter à cet univers. Il faut faire confiance à ces diplomates. Responsabilité et liberté. Liberté parce qu'il faut qu'ils puissent communiquer comme ils le souhaitent et formuler des messages qu'ils le souhaitent, les adapter comme ils le souhaitent et les adapter aux caractéristiques de la relation bilatérale. Et ils doivent le faire en liberté et en responsabilité. Il est évident que s'ils contredisent une position officielle française, ça ne va pas. Mais très honnêtement, ça arrive très peu. Et comment vous gérez ça alors? Eh bien, nous leur laissons, encore une fois, ça serait un contresens que d'avoir à valider des messages Twitter de notre ambassadeur en Colombie, de notre ambassadeur aux États-Unis ou de notre ambassadeur en Malaisie. Ça n'aurait absolument pas de sens. Est-ce que c'est le même process que dans les relations avec la presse, en fait, face à un journaliste de tout temps? Absolument. Nos ambassadeurs ont de tout temps, avec la presse locale, je le dis devant Pierre-Jean Van Dorn, qui est un diplomate expérimenté, qui est ambassadeur dans plusieurs pays, la liberté était totale pour nos ambassadeurs avec la presse locale du pays dans lequel ils agissent. Et je dirais que c'est la même chose sur les réseaux sociaux. Encore une fois, de principe, la liberté, parce que c'est l'essence même du net. Et si on veut que l'ambassadeur soit réactif, qu'il soit présent, qu'il soit influent, il faut lui laisser une totale liberté. La contrepartie, c'est la responsabilité. Il est évident que s'il contredit des positions françaises, s'il va à l'encontre des valeurs et des principes que la France promeut sur la scène internationale, ça n'ira pas. Mais vraiment, sans aucune langue de bois, ça n'arrive quasiment pas. Je pourrais citer l'exemple de Gérard Haro sur Twitter, qui est très présent, qui tweet vraiment 10 fois par jour. Voilà, jusqu'à présent, il a dû retirer. Quel est son rôle aujourd'hui? Il a dû retirer. Il nous représente à l'ONU? Non, c'est l'ambassadeur aux États-Unis. De son expérience, il dit lui-même qu'il a dû retirer 2 tweets sur tous les tweets qu'il a émis, 2 fois parce qu'il a jugé qu'il était peut-être allé un peu trop loin. Mais sinon, vous voyez, sur une masse... C'est lui-même qui a fait son autocritique. Absolument. Sur une masse de plusieurs milliers de tweets qu'il émet depuis qu'il a ouvert son compte Twitter et qui rencontre un très grand succès. Voilà. Je voulais juste faire cette remarque. Merci. Encore une ou deux questions? Oui. Thierry? Oui, j'ai une question. On parle de la diplomatie et du numérique. Mais le numérique, par définition, est transnational. Et donc, si on se met du côté clair, c'est ce que vous dites, c'est des opinions qui vont par Change.org ou Avaz, etc., et qui portent des messages